Hey, coucou tout le monde et bienvenue pour ce Vlogmas numéro 10, un petit peu en retard aujourd'hui. Donc, 10e jour, ça devient un petit peu compliqué à trouver des thématiques à faire. Du coup, je ressors un petit peu donc ces fameux tops que je vous avais fait dans la chaîne précédente, que je vais vous refaire. Du coup, ça fait un peu des redites à ceux qui avaient suivi l'ancienne chaîne, mais voilà, moi c'est bien pratique parce que ça me permet de vous proposer, de vous les reproposer justement en vlog. Et donc aujourd'hui, comme vous voyez, je vous proposerai mon top de ces romans que l'on dit peut-être hors normes, un peu complexes, voilà, d'une prise en main un peu complexe, mais que moi j'ai surkiffé. Et donc voilà, je vous parle de tout ça après. Sinon, on va faire donc comme d'habitude, tout d'abord les calendriers. Aujourd'hui c'était excellent. C'était le Café Columbia. Et il était très très bon. Enfin, il est toujours. Je suis en train de le boire encore gentiment. Il est très très bon. Niveau chocolat, on a un beau nounours aujourd'hui. Voilà, j'ai un beau nounours. Donc ça, c'est chez Lint. Et ma fille, elle m'a donné son Kinder aujourd'hui. Elle n'en voulait pas, alors elle m'a donné. Moi, j'en veux, moi. J'en veux. Alors, on passe à la question du jour. La question du jour, c'est... citez-nous un excellent livre jeunesse à offrir sous le sapin cette année. Donc, jeunesse, on va dire qu'on va rester sur du 8-12 ans. Mince, moi, j'ai même pas réfléchi à la question. J'ai même pas réfléchi à la question. Si, moi, il y en a un que j'ai vraiment, c'est le seul livre jeunesse que j'ai surkiffé cette année. Il est où? Il doit être là. Hop, je vais vous le montrer. Donc c'est le seul que j'ai lu cette année. Donc voilà, c'est le seul que je vais vous montrer. Hop, je vous le mets là. Il s'agit donc de... Oups, c'est quoi qui a bougé? Hop. C'est donc Ursibelle de Caroline Generes. Donc un tome 1, Ursibelle, fils de la Grande Ourse. Attention, il y a... Vous avez vu, il y a Olaf qui surveille, hein, soyez sages. Ouais, Ursibelle, fils de la Grande Ourse, donc c'est de la fantaisie ultra accessible. Alors, 8 ans, sauf si vraiment c'est un gros lecteur, mais je dirais quand même plutôt 10-12 ans. Ouais, facile, franchement, tranquille. 10-12 ans, vous pouvez y aller. C'est un gros tome introductif de ce monde un peu spécial où on va croiser quelques rares humains, mais surtout des ours qui se mettent debout, qui parlent, etc. Et aussi des espèces de monstroplantes. Moi, je les appelais les monstroplantes, comme dans Jess et les Conquérants de la Lumière. De toute façon, ils sont tous les trois en médaillon sur la couve, donc ça vous met immédiatement dans l'ambiance du bouquin. Et j'avais adoré ce roman qui est très bien écrit, très bien... Je me rappelle d'une installation agréable des personnages, de l'intrigue. Il y avait un juste milieu entre... Tout arrive assez vite, mais je prends quand même mon temps à vous installer mon monde de fantasy, mes personnages, un passé pour ce monde, des mystères sur le futur et le passé. Et c'était génial. Et moi, j'ai hâte personnellement de lire la suite, hein, parce que voilà, clairement, quand même, la fin... annonce une suite quand même. Donc voilà, moi c'est le seul que j'ai lu cette année en jeunesse, donc vous proposez, sinon après il y a les classiques, hein, voilà, les Harry Potter, etc. Ça c'est du grand classique. Je pense que je vais laisser les copains qui s'y connaissent peut-être un peu mieux que moi, mettre les commentaires mettre leurs réponses en commentaire, donc n'hésitez pas vous-même à aller voir la réponse des copains en com, et ça vous donnera des idées si vous-même vous recherchez un livre jeunesse à offrir cette année à quelqu'un. Donc voilà pour la question du jour. On passe aux réceptions. J'ai donc reçu hier un livre. Donc vous savez que je suis en train de faire une LC, d'ailleurs il faudra que je le reprenne, donc de Mireille Calmel dans cette collection Cléa. Voilà, de XO Édition, qui ressort comme ça des titres qui ont 10-15 ans et qui mériteraient peut-être d'être redécouverts par une nouvelle génération de lecteurs ou une génération comme moi qui les avait déjà lus et appréciés et qui voudrait les relire. Donc c'est le cas, moi je me régale là, avec cette relecture. Et donc du coup, je me suis un peu plus intéressée à cette collection-là, qui est quand même assez focus, pas mal historique, d'après ce que j'ai vu. Et du coup, je me suis permis d'aller
demandé du coup un autre SP de cette collection à XO qui ont immédiatement accepté, qui l'ont d'ailleurs envoyé en 2 jours. C'était voilà, la demande, nana fait, oui, on vous l'envoie. 2 jours après, je l'avais à la maison. Ça a été ultra vite. Et donc, j'ai reçu Romain Sardou, Pardonnez nos offenses, qui est donc un thriller historique. Voilà, il appelle un thriller médiéval qui se passe en 1284 dans les remparts de Toulouse. Un évêque va être assassiné et justement, c'est un autre prêtre qui va mener l'enquête. Ça fait un peu penser au... Voilà, quand tu as un curé qui mène une enquête sur un autre dans le milieu de la religion, ça fait penser évidemment au nom de la rose. Donc on va voir ce que ça donne. Il n'est pas très long, enfin pas très long. 490 pages. C'est vrai qu'ils font court les livres de cette collection, mais en fait ils sont... Voilà, parce que les pages elles sont assez fines. Donc on a une impression de petitesse, mais non, il fait quand même 500 pages. On dirait pas, hein. Donc voilà, j'ai très hâte, après le bal des Louves, d'aller découvrir. Moi, Romain Sardou, j'ai lu seulement truc après minuit, là, ça truc de Noël. Je vais pas m'en rappeler. Une seconde avant Noël, voilà. Alors, j'avais pas forcément aimé le monde un peu fantastique qu'il avait mis en place. C'était trop conte pour moi. Par contre, j'avais bien aimé la plume. Donc voilà, là, si c'est un peu plus adulte, on va dire, ça devrait le faire. Donc voilà, merci beaucoup à XO, collection Cléa, pour l'envoi de celui-ci. Et donc, niveau lecture, donc j'ai terminé ma lecture du jour d'hier. Cette comédie de Noël qui illustre complètement ce que je pense des comédies de Noël. C'est des lectures très légères, un peu divertissantes, que j'ai oubliées 1 heure après que je l'ai eu terminée. Mais je pense que c'est ça, hein, c'est ça, lire une comédie de Noël. On va pas forcément y rechercher de la densité, de la finesse dans l'écriture. Non, là, les personnages, c'est très bateau, c'est très caricatural, mais... Il y a quand même l'ambiance de Noël. Voilà, il y a quelques scènes où il y a l'ouverture des calendriers de l'Avent. Il y a une scène où ils font des bonhommes de neige. Voilà, l'esprit Noël est là avec ce petit effet de Un jour sans fin. Qui, alors, le truc Un jour sans fin s'efface quand même dans la deuxième moitié. On n'est plus là-dedans, on est vraiment dans la romance qui s'installe avec des scènes un peu choupinoutes. Voilà, des petites embrassades dans des placards, dans des endroits, dans des celliers. Putain, Christina et Christy. Alors, c'est un duo d'écrivaines. Hein. C'est Christilla et Lorraine. Elles sont à fond dans les scènes d'endroits assez réduits. Voilà, à un moment donné, il y a une scène dans un placard, après dans un cellier. Voilà. Mais c'était mignon, c'était choupinou, minou, mignoniné. C'est une comédie de Noël. Et voilà, je continuerai à en lire une par an. L'année dernière, qu'est-ce que j'avais lu? Celle de Sophie Jomain, que j'avais détestée. Il y a 2 ans, j'avais lu celle de Karen Ponte. C'est toujours pareil, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est tellement pas mon truc. Je sais pas pourquoi j'insiste, mais je me fais... c'est mon pari à chaque fois de lire une comédie de Noël. Donc voilà, c'est fait, et puis... on n'en parle plus, voilà. C'était pas non plus catastrophique. C'était pas catastrophique, c'est resté une comédie de Noël. C'est comme quand tu regardes ces films débiles, ces téléfilms débiles de comédie de Noël. Tu déposes ton cerveau sur le côté et t'es en mode « Oh, j'ai mignon, ils font des bonhommes de neige ». Voilà, c'est complètement ça. Donc, ça a rempli le job par rapport à ça. Et donc, ma nouvelle lecture du jour, du coup, je suis un peu à la bourre. Nous sommes le 10 et je crois que c'est ma 9e lecture du mois. Mais bon, je suis encore bien. J'ai donc attaqué Juillet Noir d'Amélie de Lima. Faut pas déconner, à un moment donné, il faut quand même revenir dans le thriller. Donc, l'histoire, donc, dans 2 temporalités, 1960-1980, des histoires de maternité, d'enfants. Je suis aux prémices, hein, j'ai lu 10 pages, donc le style me plaît beaucoup pour l'instant. Il est plutôt court. Je crois qu'on est sur du 270 pages, donc clairement, il va faire ma journée, même si aujourd'hui, gros événement quand même, hein, pour nous cet après-midi. J'essaierai de vous filmer peut-être quelques instants et pour vous les montrer demain, donc voilà, qui est quand même un peu un côté vlog, hein, quand même, dans ces vlogmas, donc j'essaierai de vous filmer 2-3 trucs, mais normalement, j'arriverai à me caser cette lecture aujourd'hui, peut-être. Après, si je le termine pas, je le termine pas. Et sinon, je continue ma lecture donc du Chronique au pays des mers. J'avance tout doucement. Voilà, j'ai dépassé la moitié. C'est ardos quand même. Hein. Honnêtement, c'est quand même complexe.
je suis pas sûre que ce soit quand même un roman posta tout public. Enfin, tout public. Je sais pas. Après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas les capacités. Peut-être que vous en avez plus que moi. Mais non, c'est quand même complexe. Euh, c'est pas tant le style. C'est vraiment que l'autrice, je trouve, elle a peut-être un peu trop étoffé ce monde-là, a créé beaucoup trop de communautés, de lieux, de rôles des gens, beaucoup trop de gens, beaucoup trop de... L'héroïne fait beaucoup trop de rencontres, je sais pas. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de lieux, beaucoup de communautés. Limite, j'aurais dû prendre des notes. Mais ça reste hyper intéressant sur la thématique voilà, que serait une société matriarcale. Est-ce que ce serait mieux, ce serait pire? Il y a cette histoire aussi de maladie, qu'est-ce qui s'est passé? Et beaucoup aussi sur le passé, ce fameux jour du déclin où tout a basculé. 400 ans plus tôt, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'intéresse toujours, mais c'est complexe. J'y retourne quand même avec moins d'entrain là, depuis que j'ai dépassé cette troisième partie. Mais bon, j'ai envie quand même de le terminer, de savoir ce qui va se passer. Et voilà, et je continue aussi tranquillou, mon Pierre Lemaître. Voilà, je continue tranquillou la lecture du dictionnaire amoureux du polar. Vous êtes très nombreux à être venus me voir. J'espère qu'il y aura un stock, qu'ils ont prévu un stock important. Voilà, il va être pas mal, je pense, sous les sapins pour les tontons, les papis. C'est vrai que les messieurs, c'est assez difficile à trouver des cadeaux. Et bien là, si vous savez qu'il a un petit peu ce côté policier polar, voilà, j'ai pas mal d'abonnés qui l'ont prévu du coup en cadeau pour le papy ou le papa. Et voilà, bah, du coup, moi, je vous en reparlerai plus. Je reparlerai quand je l'aurai terminé. Donc voilà pour les réceptions et les lectures. Et du coup, nous passons au thème du jour qui va donc être de vous présenter un petit panel. Alors, je reste, comme à chaque fois, focus sur des lectures que j'ai personnellement faites. Voilà, je trouve ça toujours plus judicieux et voilà, j'aurais pu partir à vous faire une liste de livres comme ça que j'ai pas lus, mais je trouve ça quand même plus judicieux de vous parler évidemment des livres que j'ai lus et surkiffés. Et voilà, ce sont ce genre de livres hors normes que j'ai surkiffé, mais que j'ai eu du mal. Vous verrez, hein, tous ceux que je vous présente, peut-être ça va vous faire rappeler que j'avais eu du mal à chroniquer parce que je savais au fond de moi que ça ne plairait pas à tout le monde de par la forme, de par l'histoire, de par où on part. Voilà, je vous expliquerai évidemment pour chaque livre. Je savais pertinemment en faisant ma chronique que ça ne plairait pas à tout le monde, mais moi, j'avais surkiffé. Donc j'avais été obligée de vous dire que j'avais surkiffé. Et donc, on y va. Bah, c'était le cas hein, pour... La route de Cormac McCarthy, voilà, un livre à la narration très spécifique. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce bouquin, qui parle tellement bien de la filiation. Là aussi, on est dans du posta, où les rayons du soleil n'atteignent plus la Terre, parce qu'il y a une brume très opaque qui règne sur la Terre. Donc, on a du mal à trouver de l'eau, à manger, etc. Et on suit un père et son fils qui ont décidé d'aller vers le sud. Et le papa est malade et le fils, ils vont faire des rencontres voilà, hein, dans ce monde un peu terrifiant du posta. Et c'est un chef-d'œuvre pour moi, ce roman, que je relis une fois par an. Mais à la narration tellement spécifique, je sais que voilà, j'ai des copains qui l'ont abandonné parce qu'ils n'accrochaient pas à la narration. Mais moi, je suis obligée d'en parler parce que ça a été un coup de foudre, ce bouquin. Bon, voilà, David Van, coup de foudre aussi, mais tellement spécifique aussi. J'ai mis Shukwan Island, mais j'aurais pu mettre Goat Mountain, j'aurais pu mettre Aquarium, j'aurais pu mettre Impur. Tellement c'est spécial à chaque fois, David Van. À chaque fois, nous mettre une scène choc. David Van, il a vraiment un traumatisme, mais ça se comprend par rapport à sa vie perso. Il a vraiment ce traumatisme du lien avec le père, la mère. Dans Impur, je me souviens, c'est une maman avec son fils. Dans Goat Mountain, c'est un papa avec son fils, avec toutes ces thématiques aussi des armes à feu. Et dans Shukwan Island aussi, c'est un papa avec son fils. Voilà, le papa est divorcé. À tes souhaits, mon amour. Le papa est divorcé et pour renouer des liens avec son fils qui a 14 ans, il décide de partir sur une île au fin fond de l'Alaska. Et voilà, comme avec David Van, on a droit à la scène choc inattendue. Et
David Van, c'est d'une puissance, mais voilà, là aussi, certains ont du mal parce que c'est peu de dialogue, c'est beaucoup d'introspection, de description, mais quand même, il instaure une ambiance incroyable et moi, c'est un coup de foudre, David Van. Bon, celui-là, dès que je peux le caser dans un top, je le mets. Voilà, j'ai tout le temps une excuse pour le mettre. Joseph Incardona, derrière les panneaux, il y a des hommes. Souvent, vous savez, quand on me dit Sève, quand même, s'il ne devait qu'en rester qu'un, là, dans ta bibliothèque, si tu dois n'en garder qu'un. C'est vrai que souvent, je cite Harry Potter, mais quand même, niveau roman noir, thriller, je me demande si derrière les panneaux, il y a des hommes, ce serait pas lui. Parce que c'est incroyable ce roman. Je me souviens pendant que je le lisais, je dis mais ça y est, j'ai trouvé, j'arrête tout, les blogs machin, j'ai enfin ma lecture parfaite dans les mains. Mais il y avait un petit bémol par rapport à la fin. J'ai pas trouvé la fin parfaite. Donc ça va, on est bien. On n'a pas trouvé encore le bouquin parfait, mais alors celui-là, voilà, je vais pas vous refaire le pitch, l'histoire de ce couple, leur fille va disparaître alors qu'ils sont dans une aire de repos, elle va disparaître à la cafétéria et on va apprendre qu'il y a un homme comme ça qui enlève des jeunes filles dans les aires de repos et donc le papa, ça fait 1 an que sa fille a disparu, il n'en démord pas, il veut la retrouver mort ou vive et du coup il va errer comme ça d'aire d'autoroute en aire d'autoroute, non seulement peut-être pour trouver le gars qui fait ça, retrouver sa fille et c'est l'errance de ce papa et c'était incroyable. L'écriture d'Incardona, honnêtement, allez voir sur Amazon, il y a les premières pages. Vous saurez de suite si vous accrochez au style ou pas. Mais tout de suite, les 2 premières pages vont suffire. Si, comme moi, vous avez un coup de foudre pour son style, mais vous allez le dévorer. Et voilà, c'est un énorme claque, ce bouquin. C'est un de mes plus gros slips que j'ai eu. Là aussi, découverte incroyable. Aurélie Janin, préférée l'hiver. Bah tiens, là aussi, la relation mère-fille. Comme quoi, ça, souvent mes énormes slips, il y a souvent cette thématique de l'affiliation dedans. Là, c'est le cas, préférée l'hiver. Pourquoi cette maman qui a la soixantaine et sa fille qui a la trentaine ont-elles décidé de vivre au fin fond d'un chalet, au fin fond d'une forêt? Qu'est-ce qui s'est passé et comment vivent-elles ça? Et alors là, on est énormément dans l'introspection, surtout de la maman. Mais alors, je me suis tellement retrouvée dans ses pensées, dans ses questionnements. C'était incroyable. L'écriture est incroyable de cette autrice. Et ce roman, ça a été une claque. Aussi hors norme, hein, je comprends aussi que ça plaira pas à tout le monde. Ben forcément, dès que le style est un peu spécial, un peu décalé, avec un fond un peu comme ça, un peu oppressant, je comprends qu'il y en a qui accrochent pas, mais moi je peux pas vous dire autrement que ce bouquin a été une claque. Et donc je suis obligée, moi ici, de vous le conseiller. Ben voilà, celui-là aussi, My Absolute Darling, Gabriel Talente, parce que même si on en a fait d'énormes éloges, moi je sais qu'au détour des vlogs des copains et au détour de mon propre groupe Facebook, il y en a qui n'ont pas du tout aimé ce roman. Je pense qu'il faut aussi quand même le souligner. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce roman, qui ont une espèce de rejet et au style et à l'histoire, parce qu'il y a rapidement une première scène entre cette jeune fille Turtle et son papa qui vivent seuls au fond aussi d'un chalet. On en revient toujours, hein, le père, la fille, le fils, le père, c'est tout le temps comme ça. Moi, mes coups de cœur, il y a tout le temps ça. Et il y a une première scène choc qui a rebooté certains et ajouté à ça un style très très spécial. Il y en a qui ont fait un rejet complet, ce que je peux comprendre. Et moi, je fais partie de ceux qui ont surkiffé, pour qui ça a été une claque monumentale. D'une originalité, moi j'ai trouvé folle, un truc incomparable, voilà. Et justement, ces lectures incomparables, c'est oui ou non, quoi. Soit tu adhères complètement, c'est une claque, soit tu restes complètement hermétique, ça le fait pas, et tu détestes. Donc ce livre, je pense, il en fait clairement partie. Bon, Laura Kachishke, elle aussi, c'est toute son œuvre hein, que j'aurais pu citer, mais j'ai cité son premier, parce que c'est le premier que j'ai lu d'elle, ça a été ma première claque. Que vous dire, une mère et sa fille. Voilà. C'est la veille de Noël, tempête de neige. Le papa est parti à l'aéroport chercher ses parents. Et pendant toute une journée, une maman et sa fille de 17 ans vont être bloquées comme ça dans la maison. Et il va se passer ce qui va se passer. Je vais évidemment pas en parler parce que ça fait partie du twist final. C'était absolument incroyable. Un huis clos oppressant.
très spéciale aussi, hein, Laura Kashishku. Elle est beaucoup en introspection. Laura Kashishku, elle focalise beaucoup sur la psyché de ces jeunes filles de 15 à 16 ans, où je sais pas si elle a été elle-même traumatisée, qui est un peu l'effervescence hormonale, l'éveil de la sexualité. Tout le temps, il y a cette présence-là dans les romans de Laura. Et là, c'est aussi à l'effervescence de ça, face à cette maman qui comprend pas forcément, jusqu'au choc final. Vraiment, le choc final, et ça a été une claque, une découverte de cette autrice. Bon, voilà, hein, quand on parle de... c'est marrant parce que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on parle de cimetière, mais si, la filiation, l'amour filial, jusqu'où un papa peut aller par amour pour son fils. C'est clairement ça, cimetière, hein. C'est pas autre chose, hein. N'allez pas croire que c'est un... Alors oui, il y a des scènes un peu glauques, mais n'ayez pas peur parce que c'est incroyable. Alors oui, je l'ai mis là d'un peu hors norme parce que là aussi, pour parler de cet amour filial, Stephen King utilise un pan fantastique qui peut-être ne plaira pas à tout le monde, mais c'était incroyable. Moi, je le répète souvent, mais je pense que ça reste mon Stephen King préféré. Je l'ai lu 3 fois. 3 fois, ça a été une claque. 3 fois, je redécouvre des choses. 3 fois, je relis cette scène de 10-15 pages d'une intensité folle qui reste la scène la plus intense que j'ai pu lire dans un roman. Voilà, l'histoire de ce papa qui court après... Voilà, il arrive quelque chose à son fils, mais le papa est loin. Il sait qu'il ne pourra pas atteindre son fils à temps pour le sauver. Grosso modo, c'est ça, cette scène. Et ça dure 10 pages. Et nous, on est en sueur, on pleure, on court avec ce papa parce que Stephen King, il décrit tellement bien cette peur ancestrale du parent. Alors, on ne refera pas le débat. Est-ce qu'on vit plus cette scène intensément en tant que parent? Je n'en sais rien. On a beau en parler. Non, j'ai des copines qui me disent, Sève, je n'ai pas d'enfants, mais je comprends aussi parce que j'ai des filleuls, j'ai des enfants. Je peux comprendre ça. Alors voilà, on va pas en redébattre, mais putain, il exprime tellement peur, cette peur ancestrale du parent de perdre son enfant. C'est la peur primale. Et putain, j'en ai encore les frissons, tellement cette scène, c'est la scène. Honnêtement, voilà, pareil, si on me dirait Sève, s'il ne devait rester qu'une scène d'un bouquin, là, immédiatement, je pense à une scène d'un David Vann, mais je pense à cette scène-là. Voilà, ce papa qui court pendant 10 pages, et c'est d'une intensité incroyable. Voilà, dans les... Alors, pas forcément hors norme dans l'écriture de Nis Lehan, mais quand même, Shutter Island, il est assez spécial. Moi, ça a été le premier que je lisais dans ce genre-là, avec une telle fin. Voilà, du gros thriller psychopsychiatrique qui reste la base pour moi de ce genre-là. Je crois que j'avais employé le mot chef-d'œuvre pour ce roman, parce que c'est absolument incroyable ce qu'a fait Denis Lehan avec Shutter Island. C'est d'une force psychopsychiatrique incroyable, monumentale, et ça a été un choc pour moi, ce livre. Et il avait aussi sa place ici. Alors, celui-là, je rigole parce que j'ai des amis qui l'ont tellement détesté, ce roman. Là, on va partir sur la thématique un peu aussi spécifique, hors norme, de la possession. Est-ce que la personne est folle ou est-ce qu'elle est vraiment possédée? Et d'en vient plus près Sarah Gran. Mais j'ai tellement adoré ce roman d'une ambiance. Voilà, un couple qui achète un studio dans un énorme hangar. Et petit à petit, la femme commence à entendre des bruits, notamment elle entend des toc-toc-toc qui viennent des murs. Mais le problème, c'est que c'est la seule à les entendre. Son mari ne l'entend pas. Quand ils ont des invités, ils n'entendent pas. Et surtout, elle va commencer à avoir des hallucinations. Et notamment, je me rappelle aussi, on parlait tout à l'heure, tiens, de scène choc. Cette scène où elle est dans son fauteuil en train de lire un livre. Et dès qu'elle met la tête dans son livre, elle entend le bruit d'une petite fille qui court autour de son fauteuil. Et dès qu'elle lève la tête, elle n'entend plus rien. Comment te dire? J'étais comme ça, moi, dans cette scène-là. Et rien que pour ça, alors après, oui, la deuxième moitié est peut-être malhabile. On part dans une thématique un peu... oui, j'ai pas forcément surkiffé la fin. Mais rien que pour cette ambiance, quand même, de ces hallucinations, c'était incroyable. Et dans la thématique comme ça de la possession, ben, il y avait Possession de Paul Tremblay. C'est vrai que j'en reparle pas assez de ce bouquin qui était excellent. On est aussi donc là dans le cas un peu comme dans L'Exorciste, voilà, une petite fille de 12-13 ans qui semble possédée comme ça, un peu, je vous dis, comme dans L'Exorciste. Et du coup, une émission de télé-réalité apprend
qui a cette petite fille, et ils décident d'en faire une émission de télé-réalité. Donc, ils mettent des caméras partout dans la maison. Et nous, donc, on va assister non seulement à cette émission, mais aussi à tout ce qui va se passer dans la famille, parce que cette fille qui est possédée, elle a une petite sœur, et on va voir sous les yeux de la petite sœur non seulement l'émission, mais aussi ce qui arrive à sa grande sœur, ce cas de possession, qu'est-ce que c'était, et je me rappelle de cette fin un peu choc aussi. C'était excellent, ça. C'est vrai, j'en avais pas reparlé, c'était très bon. Hors norme aussi, mais c'était vraiment bon. Bon voilà, Jérôme Loubry, lui aussi, un phénomène à lui tout seul, mais quand même les refuges aussi, c'est vraiment, je pourrais le rapprocher un peu de Shutter Island tout à l'heure, incroyable, un dernier quart de roman d'une force inouïe. C'est incroyable ce qu'il a fait Jérôme Loubry là avec les refuges. Je suis pratiquement sûre de ne jamais relire un roman comme ça. Il m'a vraiment... putain, il a été loin, c'est d'une force incroyable. Voilà, moi il m'a complètement bluffé, ça avait été un slip monumental. Je me souviens d'avoir relu 3 fois, comme Shutter Island. Shutter Island, je me rappelle d'avoir relu 3 fois les 30 dernières pages. Là, c'est pareil, j'ai relu 3-4 fois les 30 dernières pages. C'est absolument incroyable ce qu'il a fait Jérôme Loubry avec les refuges. Celui-là aussi était très spécifique, je me souviens. Illusion tragique, mais tellement spéciale. On est en Italie, je me rappelle, avec un petit garçon qui vit avec sa mère un peu dans une chambre de bonne. C'est un peu compliqué. Et lui, il s'en fout, il est comme ça, un peu dans son innocence infantile. Et il a un super copain. Et avec ce copain, ils adorent jouer à cache-cache. Et un jour, lors d'une partie de cache-cache, ils voient que la porte du voisin, elle est ouverte. Donc, ils vont se cacher là-bas. Et ils arrivent dans la salle de bain de cet homme. Et là, ils vont découvrir quelque chose dans la baignoire de la salle de bain du voisin. Je n'en dirai pas plus. Et c'était tellement what the fuck. Mais je ne pensais jamais lire un roman sur cette thématique-là. C'était juste incroyable. C'était tellement what the fuck. Mais là, c'est complètement hors norme. Je te dis, c'est pas possible. On peut pas faire un roman sur ça. Mais si, on va partir sur un... je voudrais pas spoiler sur une déviance sexuelle, on peut dire ça, sur une déviance sexuelle, alors que je connaissais, hein, mais je ne pensais pas qu'on pourrait en faire un roman. Voilà, c'était juste what the fuck. Alors ça ne plaira pas à tout le monde. Certains se diront mais non, on peut pas faire un roman sur ça. Ben si, elle a très bien fait. Et moi j'avais surkiffé. Quand je l'ai refermé, je me suis dit mais what? Plus jamais de ma vie, je ne relirai un roman comme ça. Et c'est tellement incroyable, ce sentiment, quand tu es une grosse lectrice comme moi, de te dire, waouh, qu'est-ce que j'ai lu là? Je n'en relirai pas 2 comme ça. Donc oui, il y a des imperfections, peut-être niveau écriture. C'était parfois flou, un peu brouillon dans le style, mais on s'en fout parce que l'histoire était incroyable et t'en lis pas 2 comme ça. Et c'est génial. Ce sentiment-là, c'est absolument génial. Bon, pareil, Thierry Tionquet, qu'est-ce qu'il nous a fait avec son Migal? Mais c'est tellement aussi what the fuck, c'est tellement aussi hors norme. C'est incroyable aussi ce qu'il a fait. Mais comment on peut être aussi tordu pour imaginer un tel scénario? Mais pareil, tu fermes le bouquin, tu dis plus jamais de ma vie, je ne croiserai une histoire comme ça. C'est juste incroyable. Moi, ça reste vraiment ma claque hein, de Jean Queffroy. Je continue à découvrir cet auteur, mais avec Miguel, c'est juste incroyable. Hors norme, hein, donc toujours pareil, ça plaira peut-être pas à tout le monde. La thématique, peut-être certains trouveront le twist tellement énorme qu'ils le trouveront invraisemblable, je sais pas. Mais non, moi, ça a été une claque. Franchement, Brigitte Aubert. Nous ne parlons pas assez de Brigitte Aubert qui est complètement, je sais pas pourquoi, elle est complètement absente des salons, Brigitte Aubert. Je pense qu'elle veut rester, je sais pas, peut-être qu'elle a un métier qui fait qu'elle veut pas trop s'exposer, je sais pas trop. Mais bon sang, Brigitte Aubert, what the fuck, pourquoi on ne la voit pas plus? J'aurais pu vous mettre La mort des bois, absolument incroyable. Je vous ai mis Funérarium, parce que dans Funérarium, on est quand même avec une maman qui vient de perdre sa fille de 8 ans. Et elle va demander à son pote thanatopacteur d'embaumer sa fille pour qu'elle puisse la garder parce que c'est une grande famille qui a un grand domaine en Provence et ils ont une petite chapelle provençale dans leur domaine. Ils veulent embaumer leur fille pour la garder dans la chapelle et ils connaissent tellement de monde, le prêtre et tout, qu'ils vont avoir des accords.
Et donc, on se retrouve avec ce mec qui va devoir embaumer une petite fille de 8 ans. Et donc, il va un peu mener l'enquête, il va savoir ce qui s'est... Brigitte Mais Brigitte, elle a des scénarios tellement what the fuck. Lisez les 4 garçons du docteur March, c'est ça? C'était aussi incroyable. Elle est incroyable. Bienvenue à Jacksonville. Mais c'est tellement what the fuck. Mais c'est... Non, franchement, tentez Brigitte Aubert. Peut-être les plus accessibles, La mort des bois et Funérarium. Mais tentez Pitié Brigitte Aubert. Voilà, si vous tombez sur Funérarium ou La mort des bois. La mort des bois, il était actuellement chez France Loisirs. Merci. Putain, mais merci France Loisirs d'avoir osé ressortir un Brigitte Aubert. Voilà, militons pour Brigitte Aubert. Et voilà, La mort des bois, Funérarium. Mais attendez absolument au moins une fois. Alors, j'ai hésité parce que c'est pas tellement hors norme. Mais quand même, Franck Bouis avait Grossir le ciel. Moi, ça a été quand même aussi une lecture assez spécifique. Au-delà d'être du roman noir rural, il a quand même, surtout dans Grossir le ciel, qui reste mon préféré. J'ai tout lu de Franck Bouis. Grossir le ciel, ça reste mon préféré. Alors, toujours pareil, est-ce que c'était parce que c'était mon premier, la découverte de l'auteur, j'en sais rien. Mais Grossir le ciel, il est quand même incroyable. Là aussi, quand j'ai fermé le bouquin, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai lu? Mais où j'étais? Qu'est-ce qui m'a fait? Franck Bouis, c'était incroyable. Vraiment une énorme découverte. Alors oui, aussi, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Plus dans l'histoire, pas forcément le style, qui reste très accessible de Franck Bouis, mais l'histoire, l'introspection de ces deux paysans un peu taiseux, et puis il va se passer un truc dans leur domaine, et puis c'est incroyable aussi quand tu refermes ce bouquin, voilà. Bon, je vais pas insister sur Jérémy Fell, on en a fait un live spécial, auteur hors norme, vraiment hors norme dans le paysage du roman noir un peu fantastique, horrifique français. Il est vraiment hors norme. Tentez Jérémy Fell au moins une fois, que ce soit Les loups à leur porte, que ce soit Elena ou que ce soit Nous sommes les chasseurs. S'il vous plaît, tentez-le. J'ai mis aussi son premier parce que pareil, ça reste la découverte, ça reste mon préféré. Je lui ai dit d'ailleurs à Jérémy, moi, ça reste mon préféré de toi, Les loups à leur porte. Pareil, un style très spécifique qui surfe un peu avec ce style de novellas, d'une nouvelle, qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais ouais, il faut tenter, quoi. Tellement ce qu'il propose dans notre décor du roman français, c'est tellement incroyable, tellement osé, tellement fort, qu'il faut le tenter, quoi. Voilà. Celui-là aussi, c'était bien dans la forêt, Jane England, très spécifique. On est dans un postat au fin fond, je sais plus, je crois que c'est en Amérique, avec voilà, il se passe quelque chose, un cataclysme mondial. On est avec une famille qui arrive à se réfugier au fin fond de leur domaine dans la forêt. Très rapidement, les parents vont disparaître. Du coup, on va se retrouver la pochette du livre, hein, le monde clairement, avec les 2 sœurs. Et c'était incroyable. C'est un de mes meilleurs postas que j'ai lu. Du postat littéraire, mais d'une densité folle, qui a trouvé le juste équilibre entre je vous mets dans un monde postat, mais je vous propose quand même une chouette histoire. Je vous raconte une histoire, quoi. Et c'était génial. J'avais adoré. Bon, la vraie vie aussi, hein, très spécial, je sais. Le style n'a pas forcément plu à tout le monde. d'Adeline Dieudonné, mais l'histoire est tellement incroyable aussi. Pareil, j'ai refermé le bouquin en disant waouh, quelle histoire de dingue, cette petite fille qui me rappelle un peu l'histoire de Turtle dans My Absolute Darling. Voilà, une petite fille qui est dans une famille très dysfonctionnelle, le papa surtout, hein, voilà, très féroce comme bonhomme. Et elle trouve son salut avec son petit frère. Il s'invente des histoires de voyage dans le temps et tout. Jusqu'au jour où il va y avoir avec son petit frère, ils vont assister à une scène assez choquante. Et du coup, le petit frère, il va en être très choqué, il va en perdre un peu sa joie de vivre. Et on va donc suivre cette grande sœur de 12 ans qui va tout faire pour que son petit frère retrouve le sourire. Et on va quand même glisser dans quelque chose d'assez noir, d'assez glauque. Là aussi, je me souviens de scènes... je me souviens d'une scène où ils sont avec les parents à table et le papa va faire une chose à la maman... une scène d'une violence incroyable. C'était très choquant, c'était fort, hein, ça a été vraiment une claque. Et vous l'avez peut-être lu quand je vous fais l'unboxing de mes 70 livres de la Cube, j'ai eu la chance d'avoir son dernier, Kérosène,
que je pensais pas forcément lire à la base parce que voilà, je sais qu'il y a une quinzaine de personnages, j'ai un petit peu peur. Mais là, je me suis en train de me dire, mais quand même, Adeline Dieudonné, elle m'a offert tellement une pépite avec la vraie vie que j'ai envie de la relire, donc je la relirai bientôt. Celui-là, on n'en parle pas beaucoup, Sanglier, d'Aurélien Delzieux. Je me souviens, ça avait été aussi une claque. On est dans un petit village montagnard français. On va croiser des néo-écologistes, des familles de migrants et surtout ces personnes qui restent très ancrées comme ça dans leur village, qui n'ont comme horizon que leur village et du coup qui en deviennent voilà, qui vont partir à voter vers les extrêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a une montée en puissance dans ce roman pour un final cataclysmique. Honnêtement, les 30 dernières pages ont été un véritable choc. J'avais aimé, mais alors attention, un style très spécial. Très spécial. Je me souviens plus pourquoi c'était spécial, mais waouh, vraiment. Alors là, il a vraiment sa place dans le roman hors norme. Pareil, si vous pouvez choper les premières pages, je pense que vous comprendrez vite fait si vous accrochez au style ou pas. Mais vraiment un truc hors norme. Pareil, t'en reliras pas deux dès comme ça. Bon, Margaret Atwood, La Servante écarlate, aussi un style très très spécial, très hors norme. Celui-là aussi, hein, on en a fait des éloges éclatants. Moi, désolé, j'ai croisé dans mes groupes, mes blogs et tout, des gens qui ont cordialement pas accroché. Et beaucoup de gens ont quand même eu du mal avec ce roman. Il faut aussi le relever, hein, à un moment donné. Voilà, des gens n'ont pas adhéré à la façon dont elle présente son histoire, n'ont pas accroché, et je peux comprendre aussi. Moi, ça a été une claque. Après, moi, j'ai peut-être eu la bonne idée de le mixer avec la série. Je me souviens d'avoir d'abord commencé par la série télé. Comme ça, j'avais bien en tête les personnages, le monde posta présenté. Et du coup, le roman a été peut-être plus accessible. Voilà, parce que c'est quand même spécial, hein, à tout. Donc... mais à tenter aussi, franchement. Alors, Franck Tillier, L'Anneau de Mobius. J'ai aucun souvenir de ce roman, si ce n'est que c'était une histoire très what the fuck. Je me souviens qu'on est avec un homme qui a des... On est avec deux personnages. Il y a un flic qui mène l'enquête sur des meurtres d'enfants, je crois. Et on est avec un type qui a des visions, qui a des prémonitions. Il a des visions de futur, de prémonitions. Et je ne sais plus comment tout va se joindre, mais c'était assez what the fuck. C'était très hors norme, mais c'est le one-shot qui m'a peut-être le plus plu de Franck Tillier. C'était incroyable. Il s'est essayé, là, avec ce roman-là, à un truc très psychopsychiatrique, et je pense qu'il a réussi. Voilà, je pense qu'il a réussi, c'était vraiment bien. Excellent. Franchement, ça reste mon préféré. Alors, Trouver l'enfant, c'est pas qu'il est hors norme, mais il est quand même aussi un peu spécifique, de René Danfel, voilà, où... tout simplement, dans ce roman, elle va partir sur la thématique des disparitions d'enfants, que ce soit des disparitions d'enlèvement, d'accidents tragiques, des choses voulues, non voulues. Voilà, tout simplement, tout tourne autour de cette thématique de disparition d'enfants. Et c'était juste incroyable comme lecture. C'était un style spécial. C'est pour ça que je l'ai mis là, dans cette vidéo hors norme, parce que beaucoup d'introspection aussi. Certains n'ont pas accroché au style très minimaliste, qui leur ont paru longs parfois, mais l'histoire était tellement incroyable que moi, ça a été une claque monumentale. Voilà, une des derniers que je vous mettrai, hein, Cosmologie de monstres, Sean O'Meal, ça avait été une monumentale claque. Là aussi, je me souviens, quand je lisais ce roman, ça y est, c'est bon. J'ai trouvé mon roman parfait, je peux arrêter tout, j'arrête tout. Et puis non, dans le dernier quart, il est parti dans un truc auquel j'ai pas adhéré. C'est dommage, mais ça reste une claque découverte monumentale. Un roman pareil, tu le termines, tu te dis, je relirai jamais un truc comme ça, c'est juste pas possible. Le trip que s'est fait Sean O'Meal, mais c'était incroyable. Là aussi, si vous pouvez tomber sur les premiers chapitres, honnêtement, tentez-le parce que c'était génial, quoi. Bon, et le roman hors norme qui vraiment m'a fait faire avoir des ennemis incroyables, m'a sûrement fait perdre aussi des abonnés parce que je sais que beaucoup n'ont pas aimé. Mais moi, je suis obligée de le mettre parce que il m'a créé des émotions incroyables. Un roman, moi, je l'ai trouvé d'une audace incroyable. Il a vraiment plusieurs degrés de lecture, ce roman-là, que je vais relire d'ailleurs bientôt, je pense. C'était absolument génial. Voilà, l'histoire de ce grand frère qui un jour va avec son petit frère dans un centre commercial
le petit frère va disparaître aux toilettes du centre commercial, on ne va plus jamais le revoir. Et nous, on suit en fait le grand frère, comment il va vivre cette disparition, l'après, et il va être embauché. Le hasard va faire que ce grand frère va être embauché dans le magasin où son petit frère a disparu, et il va commencer à avoir des trucs, et c'était incroyable les idées de ouf qu'il y avait dans les prologues, la fin, attends, c'est quoi l'inverse de prologue? J'ai un doute. L'épilogue, voilà. Un prologue, un épilogue de ouf. J'ai surkiffé. Ça avait été un slip monumental, ce roman, que j'ai envie de relire, d'ailleurs. Je vais d'ailleurs le relire. Et évidemment, je ne pouvais terminer cette vidéo que en vous parlant de Notre part de nuit de Mariana Enriquez, qui a été ma claque de l'année, hors norme aussi, hein. Honnêtement, hors norme, et dans l'écriture, et dans l'histoire, et dans les personnages, et dans tout, c'est hors norme. Mais si, comme moi, vous le tentez, que vous kiffez, vous pouvez pas moyennement le kiffer. Vous allez soit le surkiffer de ouf, soit vous n'allez pas du tout adhérer, vous n'allez pas accrocher. Et voilà, il n'y a pas de demi-mesure, je pense, avec ce roman. Mais voilà, moi, ça a été ma claque de l'année, tout simplement. Donc voilà, il avait sa place ici et je crois qu'on en a terminé. C'est ça, on est revenu à la route. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, j'espère que ce top vous a plu. Je reprendrai au fil des vlogmas. Hein, on en profitera pour ressortir un peu les tops comme ça, qui ont disparu, hein, de ma chaîne, évidemment. Alors, les programmes à venir. Demain et dimanche, je pense que vous allez avoir... Alors, je ne sais même pas si je pourrai faire la vidéo, parce que ça va être 2 journées très, très, très chargées. J'espère pouvoir vous faire des vlogmas, ou alors ils seront très, très courts. Je pense pouvoir peut-être avoir le temps. Demain, ça va être chaud patate. Autant dimanche, je pense que je suis pratiquement sûre que dans l'après-midi, vous aurez le vlog. Mais c'est demain. Demain, ça va être très, très, très compliqué pour vous le proposer. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous garantir que demain, il y aura le vlogmas. Parce que c'est une énorme journée demain pour nous. Au pire, on se retrouve dimanche. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, dimanche après-midi, on se retrouve sur Twitch pour lire ensemble. J'espère que ça pourra se faire aussi. Au pire, on fera dimanche soir, on verra. Et voilà, donc je ne peux pas vous dire si demain je vous retrouve pour le jour 11, sinon on se retrouve dimanche pour le jour 12. En attendant, je vous souhaite un très très bon vendredi. Est-ce que je peux déjà vous souhaiter un bon week-end? Oui, je vais déjà vous souhaiter un bon week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à répondre à la question du jour. Et puis n'hésitez pas aussi à nous dire quel est le roman hors norme que vous avez lu. Ah, et je profite aussi pour vous dire qu'il y a actuellement un concours sur le groupe Il est bien ce livre et sur mon Instagram Il est bien ce livre. N'hésitez pas à jouer. Il y a un lot de 2 livres jeunesse de chez Grund à gagner. Voilà, donc participation toute simple sur Insta. Voilà, vous essayez de trouver la vignette et vous participez en dessous. Ou sur le groupe Facebook. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des enfants ou même pour vous offrir à vous-même ou à des connaissances. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonne journée et j'espère à très vite pour un nouveau vlogmas. Bye bye.